les hommes politiques parlent une langue de bois et que le rôle des journalistes de télévision, c'est un petit peu de les ébranler, de les faire sortir de leur certitude. Christine Ockrent, directeur général adjoint de TF1 et qui a publié Duel chez Hachette. Nous avons eu l'occasion de l'interviewer à l'occasion de la sortie de son livre. Face à elle, Alain Finkielkraut, philosophe, directeur de la revue Le Messager européen. Sur le thème, la télévision est-elle un danger pour la démocratie? Donc 3615 code la 5, si vous n'avez pas de Minitel, si vous souhaitez écrire soit à Christine, soit à Alain, vous nous écrivez 241 boulevard Pereire et nous vous transmettrons les 150 ou 200 000 lettres auxquelles évidemment vous répondrez en 2 ou 3 jours comme d'habitude. Alors, une question tout de suite à Alain Finkielkraut, puisque c'est vous un peu le provocateur. Vous estimez que la télévision met la démocratie en danger? Oui, bien, puisque j'ai le redoutable privilège de commencer, je voudrais me dégager d'abord quelque peu du rôle que je suis censé tenir. On attend un peu de moi, en effet, et votre question l'atteste, que je sois le père fouettard des médias, l'Alceste de la télévision, quitte, bien sûr, à se moquer de moi, parce que je critique la télévision à la télévision, de même qu'Alceste est un peu ridicule de m'originer Célimène tout en lui faisant la cour. Mais en l'occurrence, je ne suis pas Alceste, et je suis d'accord avec la conclusion, au moins, du livre de Christine Ockrent, et beaucoup de descriptions de ce livre, au moment où elle dit « Le duel présidentiel participe du rituel et de l'honneur de la démocratie ». Je pense que c'est vrai, et personnellement, en tant que citoyen, j'aurais été malheureux de rater le duel de 74, celui de 80 et celui de 88, et je voudrais donner une preuve en apparence subalterne du rôle démocratique du duel, de ce duel-là, de ce genre de débat où la télévision remplit sa fonction d'espace public, c'est que les hommes politiques, les hommes d'État, à ce moment-là, ne sont pas soumis au chronomètre. Ils peuvent déborder, ce qui ne sera pas notre cas, le temps qui leur est imparti, parce qu'on se dit, au fond, la menace de zapping n'est pas trop grande, il y a un intérêt politique et émotionnel tellement fort qu'on peut prendre le risque de laisser courir une demi-heure de plus, donc ils peuvent exposer leurs idées. Ce qui n'est pas le cas, et là j'en viens à votre question, dans les émissions politiques classiques, parce que tout se passe comme si il fallait les racheter, les compenser par quelque chose, leur donner en quelque sorte la rédemption du spectaculaire. Alors, 2 exemples très, très vite, même une émission aussi sérieuse que L'heure de vérité sur Antenne 2, il y a le petit sondage express qui ajoute, si vous voulez, à l'intérêt du débat, le piment du voyeurisme sportif. Est-ce qu'il va faire mieux qu'un tel? Son score sera-t-il meilleur que celui de l'imbattable Harlem Désir, etc. Et puis alors, les émissions qu'Yves Mourouzi a inaugurées sur la une, type Ça nous intéresse, où ce n'est plus un journaliste compétent qui interroge un homme politique pour lui faire dire des choses importantes, mais c'est un animateur qui, comme aux Galeries Lafayette, fait en sorte que quelque chose surgisse, qu'à tout instant il se passe quelque chose, et par exemple qu'apparaisse comme ça inopinément un crétin surdoué qui va interroger le président. Et j'ai peur, personnellement, que, si vous voulez, nous allions vers un temps où des petits angelots de 7 ans vont en quelque sorte faire pleurer les chaumières et exploser les taux d'audience en demandant aux hommes politiques s'ils préfèrent l'amour à la haine, la paix à la guerre, Johnny Clegg à Pic-Botta et les enfants qui font la ronde aux adultes qui se chamaillent. Et je vois là, si vous voulez, une sorte d'incompatibilité grandissante entre, d'un côté, la politique qui exige l'argumentation, l'exposition, le temps, la complexité, et de l'autre côté, la télévision qui propose de l'image et du sentiment parce que elle ne s'adresse pas aux citoyens, mais en nous, mais à l'impatient qui la menace sans cesse du couperet de sa télécommande. Et la question que je voudrais poser à Christine Ockrent, c'est de savoir comment elle fait, elle, dans sa pratique professionnelle, pour, en quelque sorte, combler cet abîme croissant. Mais pas plus que vous n'êtes Alceste, je suis Célimène, et je ne suis plus non plus, hélas, un angelot de 7 ans qui peut poser des questions aussi fondamentales aux hommes politiques. Cela dit, je crois qu'il faut parfois faire sortir le langage politique de ses habitudes auxquelles nous, journalistes, sacrifions trop volontiers. Et c'est vrai qu'il y a dans notre culture de plus en plus médiatique, il y a cette espèce de sabir que partagent les hommes politiques et les journalistes et qui, trop souvent, je crois, et d'une certaine manière, le vote Le Pen l'exprime, ce sabir s'éloigne trop des préoccupations des gens. Donc, c'est simplement une addition à ce que vient de dire Alain Finkielkraut. Je crois que
la télévision est un spectacle, c'est vrai. La radio était déjà une forme de spectacle. Et le Parlement a toujours été un spectacle. Et je me demande si la démocratie n'a pas toujours été un spectacle depuis le temps où l'on montait sur des tonneaux à Athènes, mais vous y étiez sûrement avant moi, ne serait-ce que par la science. J'en ai beaucoup de nostalgie. Alors, bien évidemment, vous avez d'emblée mesuré vos critiques et je vous en sais gré parce que trop longtemps, je crois, en France, la télévision a souffert et des critiques exacerbées des intellectuels. Et je crois que ce qui explique en partie le malaise qui continue de la télévision au sein même de notre culture tient en partie à cette hostilité prolongée des intellectuels. Hostilité qu'on ne constate pas dans d'autres cultures. Je pense par exemple à la Grande-Bretagne où, à la différence de ce qui s'est passé chez nous, très vite, dès que la télévision est apparue, au lendemain de la dernière guerre, les intellectuels ont choisi d'en être. Ce qui explique que les meilleurs écrivains écrivent aussi pour la télévision, les meilleurs cinéastes, les meilleurs acteurs, et il n'y a pas cette espèce de guéguerre, sinon même cette guerre de religion qui trop souvent a transformé la télévision en France en débat passionnel, sinon pathologique. Et je crois qu'il est bon, au contraire, qu'il y ait davantage de gens comme vous qui viennent à la télévision, qui s'y expriment, quitte à la critiquer, quitte à s'en servir, pourquoi pas. C'est un instrument qui, dans une démocratie en tout cas, est au service du plus grand nombre. Et je crois que la télévision se portera mieux en France, quelles que soient ses difficultés, les douleurs de l'enfantement d'un système qui n'arrive toujours pas à trouver son équilibre, sa régulation, une juste harmonie entre les ressources publicitaires et le service public. Je crois que cette harmonie-là sera trouvée si des gens comme vous apportez votre bagage et vos soucis et vos propres préoccupations à des gens comme nous. Écoutez, je vous en remercie, mais j'aurais quand même deux objections à vous faire. La première, justement, sur cette non-présence, disons, des intellectuels ou plus largement des créateurs à la télévision. La question que je me pose, c'est de savoir si aujourd'hui, à un moment où la télévision devient de plus en plus commerciale, c'est encore possible. La télévision menace, si vous voulez, dans son exercice même, aujourd'hui, le droit d'auteur, comme on le voit avec la coupure des films et le fait que les réalisateurs de films, lorsqu'ils se refusent à ces coupures, sont mis par les télévisions sur une sorte de liste noire. Alors, vous ne pouvez pas attirer les auteurs en faisant infraction à, disons, ce principe démocratique, ce principe révolutionnaire inventé par Beaumarchais, fondamental, qu'est le droit d'auteur. Mais je ne voudrais pas limiter le débat à un affrontement corporatiste, et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit quant au sabir. Effectivement, on dit souvent, et à juste titre, que les hommes politiques parlent une langue de bois, et que le rôle des journalistes de télévision, c'est un petit peu de les ébranler, de les faire sortir de leur certitude. Mais il y a deux manières de le faire. Soit précisément par la compétence, en leur opposant des arguments forts, soit par le spectacle, par le sentiment, en leur opposant, je ne sais pas moi, de grands malades, etc. C'est-à-dire, on les fait sortir du sabir pour leur faire exhiber leur qualité de cœur. Et je crois qu'il y a, si vous voulez, une montée en puissance, c'est ça que je trouve, je ne m'explique pas tout à fait aujourd'hui, d'un côté de la télévision commerciale et de l'autre côté du sentiment qui est en train de déferler sur notre société et de prendre la place de la politique. La question de savoir si un homme politique a du cœur ou non n'a à peu près aucun intérêt. On suppose que ce ne sont pas des salauds, on le souhaite, mais il est clair que la politique exige, si vous voulez, d'autres qualités, requiert, est un espace de confrontation et de débat. Ce n'est pas un espace où on mettra face à face quelqu'un qui souffre atrocement et un homme politique pour lui apporter ses condoléances, et on ne va pas, si vous voulez, voter pour la meilleure condoléance. Et je crois que si on sort de la langue de bois par le déferlement sentimental, eh bien, on n'aura pas fait un progrès, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est une régression, mais ce sera aller de Caribe dans ce style-là. Oui, je crois qu'il faut quand même exiger que les qualités de cœur participent de la politique. En tout cas, si l'on entend par qualité de cœur, non pas nécessairement le registre des condoléances, mais simplement la capacité d'être à l'écoute des pulsions de la société et des tendances lourdes qui s'expriment inéluctablement en politique et qui posent problème à la société politique. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec ce néologisme assez laid, la société civile qui impose aussi bien ces questions que sa présence même. C'est un néologisme assez laid parce que face à la société civile, on ne peut pas parler d'une société militaire. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'expression, c'est l'expression employée. Alors, il est vrai qu'il ne faut pas que les médias
qui, son spectacle, fasse basculer le débat politique proprement dit dans quelque chose qui n'aurait plus rien à voir avec la politique, mais il ne faut pas non plus que la politique s'estime à l'abri de la curiosité, des inquiétudes, des intérêts du plus grand nombre. Et je suis convaincue que la télévision participe de la démocratie parce que précisément elle a formidablement contribué à rapprocher la politique des citoyens. Elle les en a rapprochés d'abord en leur montrant la politique dont ils ne peuvent plus être isolés, et il les a surtout rapprochés, je crois, en élevant, malgré ses limites, malgré sa superficialité, souvent, malgré le temps qui passe, malgré le chronomètre, malgré le sablier, malgré les temps d'antenne, elle les en a rapprochés parce qu'elle a élevé, globalement, le niveau de connaissance. Et il est bien évident que la télévision est devenue, y compris pour les intellectuels, la première source d'information. La première source d'information, je suis sûre que vous, comme nous, vous êtes imbibés de toutes sortes de choses que la télévision, la radio, la presse écrite véhiculent, y compris l'info, comme on dit, c'est-à-dire les faits, c'est-à-dire l'actualité. Et je crois qu'il est très, très dangereux de dénoncer les travers de la télévision sans souligner d'abord le formidable apport que cet instrument représente dans des systèmes démocratiques ouverts comme les nôtres, parce qu'encore une fois, le plus grand nombre de gens ont aujourd'hui accès au plus grand nombre de faits. Et je crois que c'est là, et ce sera mon dernier argument pour le moment, l'obstacle le plus sûr à toutes les démagogies et à toutes les entreprises d'intoxication collective auxquelles trop souvent notre histoire nous a exposés. Alors, je ne suis pas absolument sûr, mais enfin, l'avenir le dira, que le sentimentalisme déchaîné dans lequel nous baignons aujourd'hui soit un obstacle réel à l'idéologie, parce que les idéologies totalitaires se sont toujours, si vous voulez, fondées sur la sentimentalité, jamais sur autre chose. Mais il n'en reste pas moins que je ne veux pas, effectivement, adopter par rapport à la télévision en soi une position d'extériorité absolue. Je crois simplement qu'il y a différents usages possibles de la télévision et qu'une menace pèse sur nous, qu'un mot peut être, si vous voulez, approximatif et dangereux, peut désigner, c'est l'américanisation. Je pense, par exemple, qu'il serait très intéressant de consacrer une émission de télévision, et vous pourriez le faire après votre livre, Christine Ockrent, à la différence entre les duels présidentiels tels qu'ils se sont déroulés en France depuis 1974 et les duels présidentiels à l'américaine où les candidats, en quelque sorte, disposent d'à peu près 1 minute pour parler de l'Amérique centrale et où, lorsque Reagan l'a emporté sur Mondale, les journalistes se sont félicités, ont dit il l'a mis KO grâce à la blague qu'il a réussi à faire sur son âge. Peut-être n'est-ce pas la seule raison, mais ce genre de processus, enfin de critères électoraux, ne donne pas, aux États-Unis en tout cas, les meilleurs résultats. Donc on est en droit de s'inquiéter, de se demander si cela n'est pas le laboratoire de ce que nous allons devenir, et on est en droit de penser qu'il faut élever un certain nombre de digues. Et la disparition, par exemple, de la télévision comme service public, ou de l'idée de service public, là, vous allez un peu vite, peut-être. En tout cas, les menaces qui pèsent sur l'idée de service public, à cet égard, me paraissent extrêmement, extrêmement dangereuses. Il me reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes. Alors, il nous reste 3 minutes, excusez-moi, donc je vais m'arrêter là. Donc, tout simplement pour dire que, personnellement, je crois qu'il faut protéger, si vous voulez, la fonction démocratique de la télévision contre d'autres fonctions, contre une dérive dans le show business intégral, et que c'est précisément ce à quoi j'essaie de m'atteler. Je préfère cette expression-là plutôt que la première. Dérive vers le show business, il est certain que c'est le plus grand danger qui menace l'information et c'est celui envers lequel les professionnels de l'information devraient être le plus vigilants et je regrette comme vous qu'ils ne le soient pas toujours. En revanche, le terme américanisation me paraît ambigu. Pourquoi ? Parce que américanisation veut dire aussi, dans certaines chaînes de télévision américaines et depuis des années, une tradition d'information tout à fait remarquable dont nous serions fort inspirés de limiter de temps en temps. Il ne faut pas oublier que l'information télévisée aux États-Unis a provoqué, même si en France on a à l'époque et encore aujourd'hui très mal compris le phénomène, a provoqué le Watergate, qui était d'une certaine manière la revendication d'un droit à la transparence, sinon à la vérité, contre les mensonges de la politique ou du politique ou des politiciens. Donc, méfions-nous de ce terme américanisation.
que l'information à la télévision doive remplir une fonction qui est de rester au service du public, c'est sûr, et là c'est pas un jeu de mots, qu'il s'agisse de service public ou qu'il s'agisse de télévision commerciale, je crois qu'il y a en France, fort heureusement, un certain nombre de gens qui sont attachés à une certaine conception de l'information à la télévision. Et tant que l'on pourra faire passer avant la propension au spectacle, avant cette sentimentalité qui envahit notre culture, c'est un fait, pour d'autres raisons, je crois aussi que la télévision, prenons garde en tout cas à ne pas détruire instantanément l'instrument de la connaissance et de l'accès démocratique au choix que représente, à mon sens, la télévision. Mais ça, là-dessus, je suis absolument d'accord. Je ne plaide pas pour la destruction des téléviseurs. Et quand je parlais d'américanisation, je vois que le temps coule, donc je me contenterai simplement de références. Je pensais à ce que des Américains eux-mêmes disent du péril qui menacent leur télévision. Alors, il y avait déjà Hannah Arendt dans les années 60. Plus récemment, il y a un livre qui est paru en français, un livre tout à fait extraordinaire de Neil Postman, qui s'appelle Se distraire à en mourir, qui est, je crois, édité chez Flammarion. Et puis, il y a ce film aussi, je crois, sur lequel les uns et les autres vous avez été interrogés, et que j'ai trouvé personnellement très intéressant, Broadcast News. Donc, oui, mais on souhaite qu'il y ait des films semblables en France et en français, et on souhaite qu'il y ait des livres du même genre. Il est toujours très bon de dénoncer les dangers, mais avant de les dénoncer, ou tout en les dénonçant, reconnaissons aussi l'utilité et l'usage, et ça ne se fait pas, Serge Jean-Claude, d'accélérer. Il a accéléré. Non, alors là, voilà encore une accusation tout à fait scandaleuse que je vais dénoncer devant les 12 millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Au moins. Peut-être 13, on ne sait jamais, avec les nouveaux émetteurs que nous avons mis en service. Si j'ai donné un petit coup de doigt, c'est pas pour accélérer, parce qu'on peut pas accélérer, c'est simplement parce que pour des raisons d'image, le sable reste collé, et que les téléspectateurs ont l'impression qu'il reste ça, alors qu'en fait, il y a 2 centimètres. Mais en excellente professionnelle, que vous êtes tous les deux, vous avez pour une fois arrêté net de parler au moment où le dernier grain de sable est tombé. Je reconnais bien là les professionnels de la télévision, y compris Alain Finkielkraut, qui critique avec des arguments dont je partage certains aspects le côté spectacle de la télévision. Vous aurez noté que, en ce qui concerne la 5, les présentateurs ne se donnent pas en spectacle, en tout cas pas dans le duel, puisque je suis comme d'habitude d'une discrétion absolue. Mais j'ai pris des notes. Alors, 3 questions vous sont posées. Question de Christine O'Crane, 3615 code la 5. Estimez-vous les émissions culturelles à la télévision en nombre excessif, suffisant ou insuffisant? Question qui vous est posée cette fois par Alain Finkielkraut. Selon vous, l'interruption des émissions et des films par la publicité est insupportable, supportable ou amusante? Et question qui vous est posée par la 5. Votre vote est-il influencé par les débats politiques à la télévision? Oui, beaucoup, oui, un peu, ou non, pas du tout. Je donnerai les premières tendances aux environs de 13h30 tout à l'heure. Et je répète, si vous n'avez pas de Minitel, vous nous écrivez, nous transmettrons votre courrier à chacun de nos 2 interlocuteurs. C'était un duel de grande qualité. Je vous remercie de l'avoir fait en direct sur la 5.